Salut à tous, c'est Karim Debache pour un nouvel épisode de Crossed. Quoi? Vous savez ce que c'était mon rêve quand j'étais gosse? Voyager dans le temps. Non. Enfin, si. Mais non. Voler. Oui, aussi, mais c'est pas ça. Avoir une super force. Oui, non, mais comme tout le monde. Tirer des lasers avec les yeux, régénérer ses blessures, avoir un squelette en adamantium, charger des objets avec une force explosive, la télépathie, la télékinésie. Contrôler le métal, c'est cool, mais je me suis toujours dit que c'était beaucoup plus malin de contrôler le bois. Ok, j'étais fan de comic books, tu peux arrêter. Contrôler le bois? T'as vu le nombre de forêts qu'il y a sur Terre? Bref, non, ce que je voulais dire, c'est un rêve qu'il m'était possible de réaliser quand j'étais gosse. Rester dans un canapé à glandouiller toute la vie. Voilà, maintenant imagine quelque chose qui puisse me permettre de glandouiller dans un canapé toute la vie et de réaliser tous les autres rêves que tu m'as cités. Oh mon dieu. Oui, la réalité virtuelle. La réalité virtuelle. Au début des années 90, les jeux vidéo s'étaient pleinement remis de la crise de 83 et les consoles envahissaient les foyers. La 4ème génération de consoles, celle des 16 bits, était sur le point d'arriver et du coup les fabricants nous envoyaient à la gueule tout un tas de termes barbares et incompréhensibles pour le commun des gosses que nous étions. Comment c'est possible un truc pareil? C'est le Super Nintendo Zoom. Seuls les microprocesseurs Nintendo peuvent donner ce zoom incroyable. C'est cool. Quelques années plus tôt, Jaron Lanier, lui, fondait une boîte du nom de VPL Research qui fabriquait et vendait des gants et des lunettes de réalité virtuelle. C'est lui qui a démocratisé le terme. D'ailleurs, je trouve ce mec super cool. Tiens, le voilà en train de jouer avec de vieux instruments. Mais l'idée de la réalité virtuelle n'est pas née à ce moment-là. Des concepts similaires jalonnent le monde de la fiction depuis au moins les années 30, et on peut même remonter plus loin et se dire que l'allégorie de la caverne de Platon est un des premiers proto-exemples de réalité virtuelle. Même certains très grands auteurs de science-fiction ont choisi cette thématique et l'ont explorée en long, en large et en travers. Sauf qu'à l'époque j'étais gosse, donc je connaissais ni Platon, ni Kédic. C'est peut-être pour ça que t'es devenu un gros connard. Sûrement. Tout ce que je savais, c'est que la technologie avançait vite, et que si le monde était prêt pour le mode 7 ou le blast processing, ou tout un tas d'autres trucs avec des noms improbables, pourquoi pas la réalité virtuelle? Et le film qui m'a définitivement fait me dire que ça allait arriver dans très peu de temps est celui dont nous allons parler aujourd'hui. Donc mettez vos gants du futur, mettez vos lunettes du futur et enfilez votre plus joli costume du futur. Bon, moi j'ai mis une chemise parce que c'est la seule qui m'aille, mais je vous le dis sans faille, restez cool les gars, on va parler du cobaye. Donc Le Cobaye est un film américain sorti le 6 mars 1992 aux États-Unis et réalisé par Brett Leonard, un cinéaste peu connu pour ses longs métrages à l'exception du Cobaye, mais qui est considéré comme un des pionniers de l'image numérique. Donc Le Cobaye a pour titre original The Lawnmower Man, ce qui signifie l'homme à la tondeuse à gazon. Oui, c'est un film sur la réalité virtuelle qui a pour titre L'homme à la tondeuse à gazon. Après tout, pourquoi pas? Je veux dire, on aurait très bien pu avoir le fermier au dos soleil, le mec qui court vite avec une boîte de chocolat, le jeune avec une doudoune rouge sans manches, ou le grand blond avec une chaussure noire. En fait, si je m'attarde sur ce titre, c'est parce qu'il y a une petite histoire intéressante derrière. Le film devait au départ s'appeler Cyber God. Sauf que New Line Cinema, qui a produit le film, détenait les droits d'une nouvelle de Stephen King qui s'appelle The Lawnmower Man. Comme Stephen King était plutôt à la mode à ce moment-là, ils ont décidé d'intégrer dans Cyber God des éléments de scénario tirés de la nouvelle de King et de renommer le film Stephen King's The Lawnmower Man. C'est comme si Bienvenue chez HT s'appelait J.R.R. Tolkien Lord of the Rings parce que Danny Boone à la fin il jette un truc dans la lave. Sauf que Stephen King, en voyant que le résultat n'avait absolument aucun rapport avec sa nouvelle, a fait un procès à New Line pour que son nom soit retiré de l'affiche. Ce qui fait que le film ne s'appelle ni Stephen King's The Lawnmower Man, ni Cyber God, mais juste The Lawnmower Man. Ce qui, encore une fois, veut dire l'homme à la tondeuse à gazon. Donc le film nous raconte l'histoire du docteur Lawrence Angelo, scientifique à la solde du gouvernement interprété par Pierce Brosnan, qui pour le commun des mortels est le 5ème James Bond, mais qui pour moi restera à jamais Stewart dans Madame Doubtfire, qui occupe son temps en droguant des singes et en les faisant jouer à des jeux de réalité virtuelle pour les rendre plus intelligents. Moi c'est le macramé, mais je juge pas, chacun son délire. Il y arrive, mais le singe sur qui il faisait ses expériences devient dingue, enfile le casque de Robocop et va buter plein de gens dans le laboratoire. Et putain, cette séquence est absolument géniale. Sauf que c'était un rêve. Enfin non, pas exactement. Ça s'est vraiment passé pendant qu'il dormait, mais il l'a rêvé quand même. Je vais appeler ça un dream back. Bon, Pierce Brosnan est un peu chamboulé par l'histoire du singe qui tue des gens et qui ouvre des putains de portes, bordel de merde, c'est génial, et décide de prendre des vacances pour pouvoir s'adonner pleinement à sa passion, son travail. On fait aussi connaissance avec sa femme et on comprend qu'il souffre de la maladie du... T'es beaucoup trop obsédé par ton boulot pour voir que j'existe. Une pathologie commune à 101% des scientifiques de l'histoire du cinéma. Après ça, on rencontre Job, un gentil jardinier qui s'occupe de tondre les pelouses du quartier et qui souffre d'un handicap mental inconnu. Il est interprété par Jeff Fahey, qui a joué dans un bon milliard de films, et même dans Lost, et dont je pense que l'interprétation a beaucoup inspiré Jeff Daniels pour Dumb and Dumber. D'ailleurs... Coïncidence rigolote, mais qui n'en est peut-être pas une. Coïncidence? Mais moi je sais pas... Au pluriel. Le Cobaye a eu une suite en 1996 dans laquelle le personnage de Job était interprété par Matt Frewer, et sa performance me fait beaucoup penser à du Jim Carrey. Je me sens pratiquement...
Oh, c'est rougir! De la famille! D'ailleurs, Matt Frewer a doublé le personnage de Jim Carrey dans la série animée Dumb and Dumber. J'ajoute à ça la présence au casting de Troy Evans, qui joue également dans Ace Ventura, un film qui, comme Dumb and Dumber, a pour acteur principal Jim Carrey. Et qui apparaît aussi dans Demolition Man, autre film des années 90 qui contient une scène de réalité virtuelle. Bon, retour au film, donc on constate très rapidement que Job a une vie de merde puisque tout le monde profite de lui du fait de son handicap. Le biker redneck de la station-service lui fout régulièrement des coups de pression, le voisin l'humilie parce qu'il trouve que Job passe trop de temps avec son fils, et il entretient une relation Notre-Dame de Parisienne avec un prêtre complètement hardcore. Et je veux encaisser mes chèques. Oui, parce que je veux m'acheter un beau costume de cow-boy et puis des belles bottes. Il t'a mis plein d'idées diaboliques dans le crâne! C'est diabolique les cow-boys ? Jérém, Oui, est-ce que tu peux faire des recherches sur la diabolicité des cow-boys ? oui. Bon, je suppose que vous avez deviné ce qui va se passer ensuite. Pierce Brosnan, étant scandalisé par la façon dont la ville profite de Job, décide de profiter de Job en faisant le cobaye d'expériences scientifiques qui ont pour objectif de le rendre plus intelligent. Je suis venu au monde trop bête. Donc on assiste aux expériences en question qui reposent évidemment en partie sur des jeux vidéo. Alors au départ tout se passe bien, Job devient de plus en plus intelligent et de plus en plus musclé aussi pour une raison qui m'échappe, C'est du rhythm and blues. Qu'est-ce que t'en dis? C'est excellent! ce qui lui permet de gagner en assurance face à ceux qui lui veulent du mal et même de draguer comme un playboy en utilisant la technique du « je te regarde en mangeant ». The black private dick, that's a sex machine to all the chicks. You damn right. Donc tout a l'air de fonctionner correctement, mais Pierce Brosnan a besoin de plus de moyens pour continuer les expériences. Il retourne donc voir le gouvernement pour faire financer ses recherches. Le gouvernement accepte, mais comme c'est le gouvernement, il en a rien à péter de la santé mentale d'un jardinier. Ce qu'il veut, c'est fabriquer des super soldats. Ça va, j'ai l'air assez méchant là? Donc il remplace le sérum qu'administrait Pierce Brosnan par un produit qui accentue son agressivité. Je vais mettre du méchant, non, son gentil. Vous vous doutez bien que c'est le début de la fin pour Job qui devient de plus en plus dingue, mais c'est pas tout. En plus de ça, il développe des super pouvoirs assez flippants de télépathie et de télékinésie. Pierce Brosnan commence à prendre peur au moment où Job lui montre ce qu'il arrive à faire. Je sais faire voler des chaises. Mais c'est pas possible, mais je suis devenu un cyberdieu de ouf. Mais ça ne vole pas les chaises. Il a aussi un super pouvoir qui consiste à faire surjouer les acteurs qui le regardent dans les yeux. Non. Non. Ah, tu voudrais entrer dans ma tête, Job. Je sens bien que tu pousses. Donc Job reprend quelques doses de méchantox et devient du coup un bad guy surpuissant. La suite du film est une série de meurtres que Job va commettre pour se venger de ceux qui lui ont fait du mal. Alors on commence soft avec un prêtre qui brûle, rien de spécialement dingue, mais ça devient très vite, très créatif. Quand Job introduit dans le cerveau du biker redneck une tondeuse à gazon virtuelle qui lui tond le cerveau et le rend catatonique. Ça, c'est le genre de séquence sur laquelle j'aurais pu m'arrêter un petit moment, mais elle est très vite surpassée par le meurtre suivant. Job s'occupe ensuite de buter le méchant voisin avec une tondeuse à gazon qu'il contrôle par la pensée. Et je trouve cette séquence incroyable. J'ai pas lu la nouvelle de Stephen King, mais je suis persuadé que c'était dedans, vu à quel point ça me fait penser à Christine, un autre roman de King où le méchant est une bagnole, qui a d'ailleurs magnifiquement été adapté par John Carpenter en 1983. Mais, que Stephen King l'ait écrit ou pas, ça ne change rien. Je suis extrêmement heureux de savoir que quelqu'un, quelque part dans le monde, ait pu imaginer une séquence qui fait « Ah gros, je suis une tondeuse à gazon, je vais te manger, je suis une tondeuse à gazon, je vais te manger, je suis la tondeuse à gazon. » Et le fait que la séquence se termine sur la tondeuse à gazon qui lui saute à la gueule me fait me dire que je suis peut-être pas si fou que ça. Et c'est une sensation extrêmement agréable, si bien que j'ai décidé d'inviter le professeur C des trucs pour vous apprendre une anecdote inutile sur le film. Saviez-vous qu'une tondeuse à gazon télécommandée avait été fabriquée spécialement pour le film? C'est cool, hein? À bientôt. Bon, on va se dépêcher d'arriver à la fin, donc Job réussit à pénétrer dans ce que je pense être Internet et à se transformer en... Heureusement, Pierce Brosnan avait prévu le coup et a bloqué les accès aux informations que Job voulait atteindre pour devenir intouchable. Brosnan finit par faire péter le bâtiment parce que quoi qu'il arrive dans les films, la solution c'est toujours de faire péter un bâtiment à la fin, et le film se termine sur un mini retournement de situation et sur une fin ouverte que je ne vais volontairement pas vous spoiler. Parce que je suis un mec sympa. Allô ? Les cow-boys ne sont pas diaboliques. Je répète, les cow-boys ne sont pas diaboliques. J'ai vérifié sur Google Images, il y a juste une photo de Benjamin Castaldi. Ah bah ça pour une bonne nouvelle. Nom de Dieu comme il a vieilli ce film. En fait, après avoir fait un épisode sur Postal, un film pour lequel j'ai une aversion épidermique, ça je pense que vous l'avez tous compris, je me suis dit que ça serait une bonne idée de vous parler d'un film que j'aimais quand j'étais gosse, un film dont j'étais sûr de pouvoir dire du bien. J'ai pensé à un machin inoffensif qui me venait du fond de mon enfance, quelque chose de gentil, de mignon, qui pouvait pas nous détruire. Et puis... ça a fait j'boum là-dedans. Bon, c'est pas non plus une horreur, il y a quand même pas mal de trucs à sauver. L'idée de départ est apparemment un décalque d'un roman de la fin des années 50, mais surtout ce qui m'amuse, c'est l'évidente ambition du réal à faire un énorme film de monstres.
en empruntant tout un paquet de trucs aux monstres classiques de la Hammer et d'Universal. La relation qu'il entretient avec Pierce Brosnan est proche de celle que la créature entretient avec le Dr Frankenstein, sa double personnalité rappelle celle de Dr Jekyll, et les scènes de prêtres font penser à Quasimodo. C'est d'autant plus surprenant qu'au moment où est sorti le film, tous ces monstres avaient été remplacés par des créatures plus modernes et plus réalistes comme Jason Voorhees ou Michael Myers dans les années 80. Et au final, ce que devient Job, cette sorte de déité virtuelle de l'internet du futur, m'a pas mal fait penser à ce qu'on peut retrouver dans plein de films d'animation japonais. J'en profite d'ailleurs pour vous recommander une excellente série qui s'appelle Serial Experiment Lane et qui a un méchant dans ce délire-là. Voilà, donc il y a quand même pas mal de trucs qui valent le coup, c'est pas un échec total. Mais merde, qu'est-ce que ça a vieilli! À regarder à froid, aujourd'hui, l'imagerie des séquences de réalité virtuelle est ultra badante. Alors autant ça marche à la fin du film, quand justement tout devient ultra badant, mais il y a pas mal de moments dans le film où ça tue l'intensité de la séquence. Un exemple. Bon, il y a une scène de sexe virtuel. Dans l'idée du truc, Job propose à la fille qu'il draguait un peu avant de s'essayer à la réalité virtuelle, et elle accepte. Au départ, l'idée est de montrer à quel point elle apprécie l'expérience, juste avant que Job devienne dingue et lui fasse passer un mauvais moment. Le problème, c'est que, comme la 3D est flippante, toute la séquence devient cauchemardesque. Viens par ici. Oh, tu es beau. Du coup, plutôt que de se dire « Oh mon dieu, il est en train de se transformer en monstre dégueulasse », on se dit « Oh bah tiens, il est en train de se transformer en monstre dégueulasse ». Ceci étant, c'est assez nul de faire ce genre de reproche au film, parce que déjà il est sorti en 1992, donc juste un an après Terminator 2. Et surtout, il a coûté 10 millions de dollars, et seulement 500 000 $ étaient alloués aux effets visuels. À titre de comparaison, les effets de Terminator 2 ont coûté approximativement 50 millions de dollars. Mais le problème, c'est que ça concerne pas que les effets visuels. Tout sonne cheap en fait, il y a un feeling Hollywood Night Langolier Tommy Knockers qui, si vous n'y êtes pas sensible par nostalgie pure, vous paraîtra complètement dépassé. Et en plus de tout ce que je vous ai dit avant, le film m'a fait me poser une question. Est-il vraiment pertinent de montrer au cinéma des scènes de réalité virtuelle comme ça? C'est pas une putain d'impasse selon vous? Parce que dans Existence, tout le film parle de réalité virtuelle, c'est le thème premier, donc c'est normal d'en montrer. Mais dans le cas du cobaye, je comprends pas en fait. On se souvient tous du film pour ses séquences de réalité virtuelle, mais elles sont complètement accessoires à l'intrigue du film. On pouvait raconter la même histoire sans. Donc je me dis que la seule raison pour laquelle ces scènes existent, c'est de faire vivre au spectateur l'expérience de la réalité virtuelle. Sauf que... on est au cinéma. L'écran est plat. Donc toute la plus-value de la réalité virtuelle disparaît. Dans The Last Starfighter, le personnage met pas un casque pour simuler ce que ça ferait d'aller dans l'espace. Il se contente d'aller dans l'espace. Parce que... bah il s'en fout, il est dans un film. Si on veut faire vivre une aventure au spectateur, on lui montre pas des gens qui font semblant d'en vivre une au travers d'une interface, parce que c'est pas très intéressant à regarder. Donc je trouve ça très bizarre. Mais malgré tout, j'ai pris un énorme plaisir à voir ce film. Et si vous le regardez avec un tout petit peu de recul, ça peut devenir une expérience vraiment drôle. Et en plus de ça, j'aime bien me dire que ce film a tellement tourné à l'époque et a créé une telle émulsion que je serais pas étonné de voir que les gens qui bossent en ce moment sur les systèmes de réalité virtuelle type Oculus Rift aient été influencés par sa vision. C'était le but du film, stimuler des fantasmes. Et ça, bah ça a marché sur moi. Ouais, je suis pas convaincu. Par quoi? Par ton enthousiasme. Bah pourquoi ça? Parce que... ça. Comment est-ce que t'as trouvé ça? J'ai trouvé ça dans l'étagère du fond, soigneusement rangé entre une pile de CD vierges et des figurines de Jiraiya Ninja. Exactement. Et je sais comment tu l'as eu. Ta gueule. Acheté plusieurs années après sa sortie, quand t'as eu suffisamment d'argent pour te le payer. Arrête, c'est pas drôle. À 200 €. Stop. Mais le plus dingue, c'est que tu y as joué. Ça suffit. Des heures et des heures, jusqu'à en avoir le tournis. Et tu te souviens de ce que tu m'as dit après? Oh, c'est pas si nul que ce que tout le monde dit, hein. Tu perds tout esprit critique quand il s'agit de parler de réalité virtuelle. Non, tu ne peux pas avoir un jugement objectif. C'est vrai que c'est cool comme pouvoir.